Excuse-moi. Bonsoir et bonjour chers amis téléspectateurs. Voilà, nous sommes très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que la rentrée se passe bien pour vous, que vous n'êtes pas trop stressés parce que rien n'a vraiment changé chez nous, mais enfin que vous restez éveillés même si le climat social est lourd, que les problématiques sont lourdes d'empoisonnement, de chômage, de nos jeunes qui s'entretuent, de la violence qui se démultiplie. Voilà, je nous demande d'essayer de comprendre d'où viennent ces difficultés, de ne pas croire qu'elles nous tombent du ciel, ou qu'elles s'autorégulent toutes seules. Elles sont liées à des causes qui vous sont rarement expliquées. Et la question c'est, voilà, comment est-ce que vous vous débrouillez pour gérer, comprendre des problématiques qui ne vous sont pas expliquées. Donc, je ne dirais pas qu'il manque de sociologues dans le pays, mais je dirais qu'il faut que vous demandiez davantage aux sociologues de vous expliquer ce qui vous arrive, ce qui nous arrive. Voilà. En tout cas, cet après-midi, on continue à essayer d'être pédagogique et j'ai le très grand plaisir de recevoir deux personnes, deux auteurs qui ont écrit sur... Aimé Césaire d'une certaine façon ou dans le cadre d'une pensée entamée par Aimé Césaire. Donc ils vont vous parler eux de leur œuvre et moi je vais vous dire ce que j'en ai retenu. En tout cas on va discuter parce que c'est cela qui fait l'intérêt de notre émission. Et puis vous avez le droit de faire remonter vos remarques à la rédaction auprès de Madame Manuela Montlouis. Et c'est au 71 27 27. Donc laissez des commentaires ou bien demandez de prendre contact avec les auteurs que vous entendrez aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne après-midi, une bonne soirée si vous prenez l'émission en soirée. Et puis je vous dis, on continue à penser, à réfléchir et surtout à s'occuper aussi de nos corps qui débordent, qui nous échappent, de nos corps qui se consument de trop consommer. Faites bien attention à vous, aimez-vous un peu davantage, préservez votre santé. Un corps trop gros qui nous échappe est un corps qui nous prive d'une dizaine d'années en moins de vie. Donc essayons de comprendre aussi, de nous projeter dans ces problématiques-là. Merci. Et puis, voilà, donc je vous présente, je vais commencer par le plus jeune, Monsieur Steve Gadet. Bonjour Steve Gadet. Bonjour Juliette Esmeralda, bonjour à ceux qui nous regardent. Voilà, donc merci d'avoir répondu à l'invitation, parce que il me semblait important qu'on parle de cet ouvrage qui, quand je l'ai vu en rayon, m'a rappelé Discours sur le colonialisme de Aimé Césaire. Je me suis dit, tiens, là, il y a peut-être quelque chose à fouiller. Et c'est pas tout à fait une analyse ni quoi que ce soit de Aimé Césaire. C'est juste que, voilà, c'est une formule peut-être, une manière d'interpeller qui est aussi frappante que celle du discours. C'est peut-être ça qu'il faut regarder. Mais si vous n'avez pas encore lu le discours... Je ne sais pas si vous voyez, parce que je pense que la lumière est très aveuglante. En tout cas, si vous n'avez pas lu le discours d'Aimé Césaire, faites-le. C'est un livre comme celui de Steve Gadet qui se lit d'une traite. Il n'y a pas de... Voilà. Et puis le deuxième invité, qui est monsieur... Enfin, vous êtes tous les deux premiers invités, mais il faut que je vous présente à tour de rôle. Donc c'est monsieur Roland Jean-Baptiste Édouard qui nous a commis cet ouvrage. Est-ce qu'on peut voir la couverture? Aimé Césaire. Voilà. Césaire, ça c'est le recto. Ce rebelle bien-aimé. C'est un essai. Et voilà le verso. Donc, quatrième. Voilà, quatrième de couverture si vous voulez. Et monsieur Jean-Baptiste Édouard. Donc, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous allez nous parler de Césaire. Ce rebelle bien-aimé. Tout à fait. Je suis à votre disposition cet après-midi. Enfin, à celle des téléspectateurs. Voilà, chers amis, vous avez vu les deux œuvres que nous allons vous présenter, autour desquelles nous allons discuter. Et puis, je vous souhaite de garder votre attention bien éveillée et d'être critique, parce que sur Césaire, on a dit mille et une choses. Peut-être que sur le néocolonialisme, vous en savez un petit peu moins, donc tendez l'oreille, parce que nous sommes à l'ère du décolonial. Mais qu'est-ce que ça donne dans nos régions?
Dites-nous pourquoi vous avez eu envie de... Ou peut-être vous présenter d'abord aux téléspectateurs qui vous connaissent. Que je me présente moi. Oui, oui. Je n'aime pas beaucoup ça, mais enfin, en deux mots, je dirais que je suis un ancien inspecteur de l'éducation nationale, que je suis à la retraite depuis plus de 15 ans. Et depuis que je suis à la retraite, je ne fais qu'écrire. Au cours de ces 4 dernières années, j'ai écrit 4 livres. Celui sur Césaire, c'est l'avant-dernier. Et nous parlerons peut-être tout à l'heure du dernier qui s'appelle « Quand l'humour croise la politique ». D'accord. Donc aujourd'hui, nous, on veut surtout se concentrer sur ce rebelle bien-aimé. Donc, vous étiez dans l'éducation nationale. Oui. Et depuis... J'ai fait 44 ans dans cette grande maison. D'accord. Et puis, vous avez décidé d'écrire sur Aimé Césaire? Oui. Oui. J'ai eu la chance de le rencontrer en 2004, 4 ans avant sa mort. Je suis allé le voir à l'ancienne mairie, là où il avait son beau bureau. Et je suis arrivé avec en poche un texte, un poème que j'avais écrit en hommage à Aimé Césaire. Oui. Alors il a pris le texte, il l'a lu, et tenant ce texte très près de ses yeux parce que déjà il ne voyait pas trop bien. Et à la fin de la lecture, il s'est levé, il a fait le tour de son grand bureau. Il est venu, il m'a, c'est ça. Il m'a fait une accolade extraordinaire. Ouais. C'était pour moi un moment d'émotion extraordinaire. Et puis, au moment où je partais, c'est-à-dire au bout de la demi-heure d'entretien, il m'a dit surtout, n'oubliez pas de publier ce texte. Alors j'ai répondu, cela sera fait. Et à la place du texte, j'ai publié un livre. Et le texte est en ouverture du livre. C'est en quelque sorte un commentaire de ce texte. Oui, en effet. Voilà. Vous expliquez comment vous est venue l'idée d'écrire sur Césaire. Mais moi, je me suis dit à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut encore dire de Césaire? Et vous-même, vous vous êtes posé la question. Absolument. Et c'est vrai que jusqu'au milieu du texte, je dois vous le dire sincèrement, je ne savais pas ce qu'il y avait à dire d'autre de Césaire. Mais quand vous avez parlé de son projet, de ses paradoxes, sa difficulté d'assumer un projet politique, je me suis dit peut-être qu'on touche là à une vérité et qu'il serait bon qu'on en parle et que vous échangiez. Parce que le texte de M. Folla-Gadet porte justement sur, peut-être d'une certaine façon, pour prendre un détour rapide, sur les ratés de la politique dans nos régions, les projets, le manque de projets peut-être aussi, et la difficulté que nous avons de combattre, de vivre dans une société du partage, de l'équité, de toutes choses pour lesquelles Césaire combattait, mais voilà, quel a été son impact dans ces domaines, surtout sur le social. Même s'il il a fait pour sa ville, la capitale, mais absolument. Voilà, voilà, sur le plan général, on n'a pas eu de projet qui ait servi véritablement la cause de tous les Martiniquais, et à part l'assimilation qu'il a très vite décriée parce qu'il a compris vers quoi elle nous amenait, eh bien, il a été assez contrôlé, j'allais dire empêché. C'est un homme qu'on a empêché toute sa vie. Voilà. Donc, tout à fait. Voilà, c'est oui. Et puis il faut dire qu'il était de nature un rebelle. Dans une interview, j'essaie d'expliquer le choix, la raison du choix de ce titre. On me pose toujours la question, mais pourquoi un rebelle? Pourquoi est-ce que Césaire était un rebelle? Je réponds, lui-même, il le dit. Toute ma vie, j'ai été un rebelle. Toute ma vie. Dans une interview à Eusanne Palsy, il dit 2 choses complémentaires ou contradictoires. Il dit d'abord, je suis rebelle parce que poète. Et dans cette même interview, il nous dit, je suis rebelle mais poète. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est que nous avons affaire à un rebelle. Et dans mon livre, il y a un texte qui situe bien le personnage. C'est quand il dit, si vous voulez savoir ce que je suis, je ne suis pas le maire de Fort-de-France, je suis un nègre marron.
Or, le nègre marron, c'est le symbole même du rebelle. Donc, il est un rebelle. Moi, et la question de savoir pourquoi ce rebelle bien-aimé... Non, mais je crois... Monsieur Lapoussinière a expliqué que c'était un oxymore, un rebelle et bien-aimé. Certes. Mais moi j'ai d'abord un petit peu... j'ai été... Voilà, pour moi, ce sont des façons que nous avons d'aborder nos réalités. Césaire n'est pas en dehors de celle de son environnement colonial, cette manière qu'on a de stigmatiser les gens qui interrogent un système qui est anormal. Et pour moi, je ne comprends pas en quoi... Il me semble que il est peut-être le plus normal de nous tous d'avoir compris très vite qu'il vivait dans quelque chose de contre nature. Donc, il s'est donné, et probablement parce on lui a tellement dit qu'il était un rebelle et un marron il s'est autodésigné aussi par ces concepts ou ces notions qui permettent à ceux qui ne sont pas rentrés dans le système suffisamment à fond de dire je suis un rebelle parce que voilà, je ne l'entérine pas totalement, mais je ne sais pas dans le cas de Césaire en quoi c'était un rebelle. C'est quelqu'un en tout cas qui nous a fait comprendre probablement que la situation dans laquelle on vivait, on évoluait, n'était pas normale, n'était pas naturelle. Et à mon avis, c'est Césaire l'homme normal, pas le rebelle. Peut-être que vous avez pris l'habitude, pas vous seulement, et lui-même, de se définir comme ça. De la même façon qu'on parle d'un marron, si on était dans un système où l'homme vivait sainement son humanité, il n'aurait pas eu besoin de marronner. Donc moi, ce sont des concepts aujourd'hui qui, à mon avis, nous embrigadent, qui pèsent très lourd dans nos pattes et dont il faudrait qu'on se défasse. C'est pour cela que je risque de choquer, mais je vais vous dire, chers amis, je vous ai dit qu'on essaye de parler sans langue de bois, mais il me semble que la façon dont nos mentalités sont façonnées constitue l'une des premières entraves qui nous empêchent d'aller de l'avant et de revoir un peu, d'évoluer aussi dans notre manière de nous définir, auto-définir. Parce que nous sommes toujours à la recherche de l'assentiment de ceux qui décident pour nous de la façon de ce qu'est la bonne conduite et de stigmatiser ceux qui n'auraient pas cette bonne conduite. Alors, donc je vais interroger maintenant M. Guadet sur pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'écrire un discours sur le néocolonialisme comme vous l'avez fait, dans ce format-là et dans la forme aussi d'un texte qui est un trait, qui se lit d'un trait. Le format, je voulais d'un petit format parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de garder son esprit sur des formats longs. Je voulais d'un livre coup de poing. Je voulais d'un livre comme le discours sur le colonialisme. Je voulais d'un livre, coup de poing, qui dirait des choses que je pensais sans détour. L'une des principales raisons qui m'a fait écrire ce livre-là, c'est la vie économique chez nous. C'est pas tant... certaines questions sociétales, je parle de racisme dedans, je parle de domination raciale, mais c'est particulièrement le pouvoir économique sans partage. Sans partage. Qu'il y a chez nous. Il est extraordinaire de ce point de vue-là, et il me semble que c'est intéressant de vous mettre ensemble, deux générations, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup dans la poésie, dans la politique politicienne un peu quand même, avec ce rebelle bien-aimé. Et vous mettez le pied dans le plat, vous dites, première phrase, une république qui n'arrive pas à se défaire des liens malsains qu'elle entretient avec les puissances d'argent aux Antilles est une république décadente. Les problèmes que nous avons aujourd'hui de chlordécone montrent très bien que les puissances d'argent ont fait passer leurs intérêts bien avant l'intérêt des citoyens. Et que l'État a été complice. Et que l'État a été complice. Donc ce que je dis, en fait, montre en fait les maux qui nous accablent aujourd'hui. Absolument. C'est lorsqu'on remonte à la source de certains de nos gros problèmes, que ça soit ce chômage assourdissant, ce pouvoir économique sans partage, cette domination économique de nos économies, le scandale du chlordécone aujourd'hui, on remonte lorsqu'on essaie de
de comprendre, on voit qu'il y a des bis-bis, il y a des passe-passe entre la République d'un côté et les puissances d'argent qui sont représentées par différents lobbies. Et une partie de nos élites. Et ça nous retombe aujourd'hui sur la figure. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là, pour mettre certaines choses sur la table et justement favoriser les conversations autour de ces questions-là. Et du coup, je suppose que pour des gens qui ont des enfants, c'est angoissant tous les jours de se dire est-ce que l'eau qu'ils boivent dans le robinet, du robinet et ne va pas les développer en eux des cancers précoces, comme on en voit de plus en plus. Et donc, il y a des inquiétudes. Donc, pour vous parler un peu de la tonalité des deux ouvrages, à mon avis, ça sera intéressant d'établir des passerelles, mais il me semble que nous sommes pas forcément dans l'approche de Césaire, mais dans beaucoup de problématiques sociétales d'aujourd'hui. Il me semble que nous sommes un petit peu, nous avons du mal à nous actualiser, c'est-à-dire à comprendre la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui pour mettre l'accent sur les problématiques qui intéressent notre jeunesse ou les couches intermédiaires. Et cette difficulté-là, on la voit dans le fait qu'on encense beaucoup le poète, etc. Mais aujourd'hui, nous avons plus de 30% de la population qui meurt de faim, qui mange à la banque alimentaire. Nous avons, peut-être que Césaire a aidé, c'est sûr qu'il a aidé. Quand il y a eu les bidonvilles, etc., il a aidé. Ça, il y a 70 ans qu'il l'a fait. Et on n'a pas vu la situation forcément s'améliorer. Mais aujourd'hui, on a, je crois, plus de 12 000 familles qui mangent à la soupe populaire, des jeunes qui sont dans des taux de chômage effrayants et des difficultés même pour les diplômés à trouver une place dans cette société, place que d'autres qui viennent trouvent avec une facilité déconcertante. Et on se dit qu'on n'est pas soir, c'est vrai, mais on l'est plus pour certains que pour d'autres, puisque on pourchasse les Haïtiens, les Saint-Louisiens, etc., qui sont nos voisins. Et puis il y a d'autres qui arrivent, qui prennent le pays, qui font ce qu'ils en veulent, et on ne comprend pas pourquoi ces facilités-là sont données à certains et pas à tout le monde, puisqu'on vit la République, dans une République. Donc la question, c'est le genre, ce que M. Steve Gadet met en exergue, ce sont ces liens de complicité, de compromission, ces inégalités, ces injustices qui sont, on va dire, le fait d'un certain fonctionnement qui est pourrisseur. C'est peut-être pour ça que vous l'appelez le néocolonialisme, puisqu'on sort effectivement d'une situation coloniale catastrophique pour tomber finalement dans une continuité qui est aggravée. C'est une nouvelle forme de domination. Elle a pris une forme différente. C'est une nouvelle forme de domination. Et cette fois-ci, cette domination-là, je trouve qu'elle est économique. Elle asphyxie notre capacité à être des économies productrices. Et on sait que l'économie, c'est quelque chose de politique. Donc si au départ, le projet politique n'est pas bon, n'est pas bien calibré, ça veut dire que notre vie économique, elle va en pâtir. J'ai écrit ce livre-là parce que je me dis que l'un de nos vrais problèmes, on en a tellement, mais c'est particulièrement l'aspect économique. On est face à un chômage qui est accepté depuis des générations, donc les gens partent pour aller travailler ailleurs. Mais je crois qu'on doit redevenir des économies de production, parce qu'aujourd'hui, nous sommes des économies de comptoir, c'est-à-dire des économies où on a des produits venant du monde entier. Bien sûr. Et on devient des espèces de tapis roulants. Pendant que nos producteurs, nos maraîchers, nos pêcheurs, nos industries agroalimentaires, pendant que ces gens-là essaient de faire une différence, et malgré ça, ils meurent, on produit de moins en moins, on a tout un arrivage de filiales de magasins français qui sont installés ici et qui, ces filiales, se remplissent les poches, que ça soit dans nos zones, nos soi-disant zones industrielles ou à partir de nos matières premières. Et je me dis qu'il y a quelque chose qui doit changer là. C'est un livre que j'ai essayé d'écrire, non pas en étant trop idéaliste, mais en partant de petits bobos que je vois lorsqu'on marche dans le pays, qu'il nous faut, à mon avis, changer. Oui,
Et donc, je ne sais pas si vous voulez réagir, monsieur Jean-Baptiste. Non, je suis très bien ce qu'il dit et je suis en phase avec le développement qu'il vient de faire. D'accord. Quant à la situation économique du pays. D'accord. Parce que quand vous avez abordé la question de le type de choix politique que Césaire a fait par rapport au statut éventuel. Oui, on lui a reproché beaucoup le moratoire. Ça a été une grosse affaire. Et est-ce qu'il avait raison avec le recul, je dis qu'il avait raison. Parce que jusqu'ici, je constate que nous ne sommes pas prêts. Le Martiniquais n'est pas encore prêt à entrer dans une certaine indépendance. Le Martiniquais ne sera jamais prêt. On aura disparu quand on ne sera pas prêt. La façon de faire de la politique chez nous, elle est aussi interrogée parce que il y a des élites qui courent après le peuple et qui disent au peuple oui, t'es pas prêt. Non, ça c'est quand même. Je trouve qu'on n'a pas peur du ridicule, mais c'est un peu un argument que Césaire lui-même a utilisé et qui est assez contestable. Mais non, quand on parle de ces paradoxes, voilà. Est-ce que j'ai été étonnée de ne pas vous voir parler du tout de l'épisode de Gaulle, Bumidum, etc. Vous n'aviez pas parce qu'il a été reçu par André Malraux. André Malraux est venu le voir. Effectivement. Et il y a eu des choses qui se sont passées avec De Gaulle. Je n'avais pas la prétention de tout écrire à propos de Césaire. Non, mais ça nous explique les comportements plus frileux de Césaire après. Et ça, si on n'a pas ces arguments, ces éléments-là, on ne peut pas s'expliquer pourquoi le rebelle qu'il était, il est resté dans la poésie et pas dans la vie politique. Voyez ? Bon, on reviendra là-dessus. Je voulais intervenir. Je trouve, à mon avis, qu'il nous faut sortir du tout ou rien. C'est-à-dire, il nous faut sortir de l'indépendance ou rien. Parce que l'indépendance devient une espèce de fantôme et donc on dit qu'on n'est pas prêt. À mon avis, l'indépendance n'est pas l'enjeu principal. Il nous faut avoir un statut politique qui nous permette de retrouver un tant soit peu la maîtrise de notre vie économique. Et si à imaginer qu'on devienne indépendant demain, rien ne dit que les décisions qui seront prises seront en faveur de la majorité, en faveur de la collectivité. Donc il nous faut sortir du fantôme de l'indépendance ou du statu quo et chercher à mettre en place un projet qui explique aux gens les voies et les moyens pour que nous soyons plus en charge de notre vie économique. Est-ce que si on a un statut politique différent, est-ce que c'est pour autant qu'on ait des assistés pour toujours? Non. Nos gens sont très intelligents. Les gens ne feront pas confiance à des personnes qui ont des responsabilités et qui n'ont pas su, à partir de ces responsabilités, toujours les accompagner au mieux et changer le quotidien au mieux. Donc on ne peut pas aujourd'hui leur demander, allez, on va à la mer, suivez-nous. Si les gens n'ont pas confiance dans leurs responsables politiques, on ne peut pas leur dire, donnez-leur plus de responsabilités. Quand je regarde les pays à côté de nous, la Jamaïque, Trinidad, Barbade, ce sont des pays qui ont un statut indépendant, mais ils souffrent de maux comparables aux nôtres. C'est-à-dire cette manque de maîtrise sur leur destin économique, des problèmes d'inactivité, des problèmes aussi où la libre circulation des marchandises sur leur territoire met en péril leurs activités productrices. Donc je me dis qu'il nous faut avoir un statut politique sur mesure, pourquoi pas le statut de pays et territoire d'outre-mer, qui permet de freiner cette libre circulation des marchandises et décider d'un autre type de rapport avec les forces économiques extérieures. Ça voudrait dire aussi que pour les missions régaliennes, certaines missions régaliennes, la surveillance du territoire et d'autres missions, on pourrait les laisser aux mains de la République, mais pour d'autres, que ça soit notre emblème, que ça soit le contenu des cours chez nous, notre façon d'échanger avec les autres partenaires économiques, ce sont des choses que nous pourrions nous prendre en main. Et peut-être une chose capitale qui nous aiderait, ça serait la capacité d'avoir d'autres taxes, d'autres recettes économiques. C'est-à-dire si on a un statut qui nous permet d'engendrer d'autres recettes,
Ça veut dire qu'on peut avoir une autre manière d'impulser notre développement économique. Donc, trouver un moyen de sortir des fantômes qui effraient nos gens et qui sont trop chargés de symboles négatifs, et un statut sur mesure, mais surtout pas le statu quo. Surtout pas le statu quo qui nous tue à petit feu. Alors, tout à l'heure, on va vous demander de définir ce que vous appelez le néocolonialisme pour que nos téléspectateurs comprennent mieux. Mais vous vous inscrivez dans votre démarche d'analyse des problématiques sociales, sociétales, sociologiques, économiques et politiques dans ce qu'on peut appeler une théorie de l'action, hein, que vous définissez un peu page 31-32. Mais ce que vous venez de dire, vous l'exprimez à la page 55 en disant « Si on veut se mettre debout sur nos jambes politiques, on doit avoir des reins économiques plus solides. » Et pour définir le projet politique, pour sortir du statu quo que nous impose le néocolonialisme, donc on va le définir, je suis en faveur d'un statut politique qui nous permettrait de rester dans la République tout en ayant plus de maîtrise sur notre marché économique intérieur. Plus de maîtrise sur notre marché économique intérieur, qui est pour le moment un petit peu squatté par le marché extérieur. Monsieur Jean-Baptiste Edouard, il y a là un lien, une ressemblance avec Césaire finalement, non? Quand il disait l'autonomie, il parlait d'autonomie. Oui, certainement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a rien fait pour faire avancer, non pas les idées, mais pour faire avancer le pays sur le plan économique. J'ai dit que c'était un homme empêché, j'ai pas dit qu'il n'a rien fait. Il était freiné. Il a été freiné par sûr. beaucoup de choses, et notamment à l'époque giscardienne. Absolument. Hein? Il avait été vraiment mis de côté. C'était... Et heureusement, Giscard n'est pas resté longtemps. Et lorsque Mitterrand est arrivé, Césaire avait fondé beaucoup d'espoir sur son frère de gauche. Et tous ces espoirs ont été déçus. Et là, du coup, c'est lui qui s'est freiné alors. Lorsque Mitterrand arrive au pouvoir, c'est lui qui se freine. Puisque son frère et Aliker, Aliker qui n'a pas compris. L'un des rares à s'opposer au moratoire. Hein. C'est l'un des rares moments où il y a eu une opposition entre Césaire et Aliker. Et il y a eu la décentralisation à l'époque de Gaston Defferre, dans les années 82-83. Mais ce n'était pas suffisant. Et par la suite, il y a eu des propositions qui, curieusement, sont venues de la droite. C'est la droite, c'est Chirac qui, le premier, a fait des propositions positives, constructives. Et puis, il y a eu l'année 2003, les élections, 2003, en 2010. Et finalement, qu'est-ce qui est resté de tout ça? Pas grand-chose. Quand on pense à l'histoire de Châteausac, par exemple, c'est en 2003, je crois. On a refusé de prendre les choses en main. Parce que cette époque, c'est une époque extrêmement riche. Mais quand on regarde ce qui se passe actuellement avec la CTM, eh bien, je dis que nous avons perdu beaucoup de combats. On aurait dû avoir gagné à ce moment-là. Mais qu'on n'a jamais pris, parce c'est pas, à mon avis, ce sont pas des erreurs. Si on ne comprend pas la façon dont notre peuple s'est formé, sa trajectoire, son manque d'expérience, le fait qu'on lui donne toujours le biberon, on ne comprend pas que l'expérience, ça s'acquiert, et c'est cela qui rend un peuple fort. Or, nous n'avons jamais le vrai pouvoir. Nous sommes toujours avec des gens qui nous tapent dans le dos et qui nous disent « c'est bien, tu as bien fait, parce que tu as obéi à ce que j'attendais de toi, qui permet à Martinique de rester dans la République. » Mais c'est pas comme ça qu'on forme des hommes politiques, je suis désolée. Et ils n'ont pas forcément tort d'être ce qu'ils sont, mais nous avons tort de quoi que nous aurons de grands hommes politiques de cette façon-là. Et même avec Césaire, ce qui a fait la grandeur de Césaire, c'est j'allais dire son écriture, sa littérature, ça n'est pas sa politique. D'ailleurs, on a dit beaucoup, a beaucoup dit que Césaire n'était pas, c'est pas la politique de Césaire qui aurait marqué. D'ailleurs, quand il a commencé à faire très peur,
Ce ne sont pas forcément les gens de son entourage proche, domestiques, qui ont été très actifs pour justement le contrecarrer. Donc il y a des choses de la vie de Césaire que tout le monde ne connaît pas et qui expliquent pourquoi, d'une certaine façon, il a fait machine arrière, mais on a beau le traiter de paradoxal, on n'explique rien, parce qu'on est tous, d'une certaine façon, paradoxal, parce qu'on n'a pas de choix. Oui. On n'a pas le choix et on n'a pas d'expérience. Diriger un pays, ça s'apprend, et ça s'apprend comme les Français l'ont appris quand ils sont sortis de la coupe des Romains. Petit à petit, ils se sont mis debout sur leurs pieds et ils ont appris à gérer leur pays, à faire des choix et à décider qu'ils allaient s'émanciper de toutes les formes de domination qu'ils subissaient, parce que les plus grands dominés des dernières périodes de l'Europe, ça a été les Français, et qui transfèrent bien ces compétences-là dans nos eaux. Alors, donc sur la question du modèle de société, en fait, vous vous êtes prononcé, hein, vous avez dit que les ministères régaliens, en tout cas les pouvoirs régaliens, on devrait les laisser à la France, et par exemple la justice, l'armée, la République, etc. La France peut continuer à administrer tout ça. Et puis, les domaines que nous aurions à prendre en charge ou en main, commencer par y avoir de l'expérience, ce serait de transformer nos régions en zones économiques exclusives. Et ce sont des domaines donc, que nous devons gérer nous-mêmes pour sortir de l'impasse. Et qu'est-ce qui fait l'intérêt d'une approche plus économique, politique, etc. C'est le fait que c'est par l'économie qu'on nourrit un peuple et qu'on évite que 3/4 de sa jeunesse soit au chômage et qu'on empêche la corruption à tous les niveaux de se développer au niveau où elle se développe. Je veux dire, s'il fallait faire MeToo et dénoncer ceci, cela, on n'en finirait pas. On n'aurait que cela à gérer. Tous les faits de corruption et d'empêchement, etc., on n'aurait à faire que ça dans nos sociétés. Donc c'est une situation effectivement de décomposition. Donc on va demander à monsieur Steve Gadet de nous définir le néocolonialisme. Vous l'avez défini sur un très grand nombre, pratiquement sur tout l'ouvrage. Le néocolonialisme, c'est. Le néocolonialisme, c'est. Donc j'ai noté des pages, mais si vous voulez, on ne pourra pas toutes les voir. Si vous voulez dire en gros ce que c'est à nos téléspectateurs. Avant d'y aller, pour rebondir sur ce que vous venez de dire concernant l'économie, il y a très peu de pays en voie de développement qui se sont développés, qui ont réussi à accéder à devenir plus riches en étant complètement plongés dans le libéralisme et dans le libre-échange. Absolument. Très, très peu. La Chine a ouvert son économie très tard. La Corée, c'est un mélange de protectionnisme et de libéralisme. On cherche des exemples. Les États-Unis, pendant très longtemps, ont été très protectionnistes. Protectionnistes, absolument. La France a su jouer aussi du nationalisme économique et du protectionnisme. Mais avec ses colonies, la France, elle est très protectionniste. Hein. Donc, nous sommes un marché. Absolument, absolument. Ouais. Et c'est pour ça que je dis que la formule et l'environnement politique et économique doivent changer. Le libre-échange, je n'y crois plus du tout. Si on reste dans le libre-échange, ça veut dire qu'il y a des classes d'argent ici qui captent beaucoup, beaucoup de sous dans ce modèle-là et une majorité de nos entrepreneurs ou simplement de nos gens qui souffrent plus, même si on a une relative aisance matérielle. Même si on a une relative aisance matérielle. Mais c'est un petit segment de la population qui en bénéficie. C'est-à-dire qu'on a accès à des objets, à des mais c'est nouvelles un petit technologies. Segment. Oui, bon, je sais. Relativement. Je vois des gens vivre dans des conditions. Quand je vois qu'on tient la dragée haute à l'Afrique ou en Haïti, je vois tellement de pays, certaines régions d'Afrique et d'Haïti ici, au quotidien, mais il faut que tous nos gens qui sont perchés haut descendent dans la fosse aux lions, regardent les gens vivre et se disent mais ça c'est chez nous. Et puis les illusions qu'on entretient sur notre pays, l'idée qu'on est un département, qu'on bénéficie des bienfaits de la République, il faut arrêter ce cinéma. Il y a juste
il y a une classe d'argent, les puissances d'argent, qui de toute façon captent toutes les richesses, mais au niveau de la distribution des miettes, vous avez une toute petite couche de la population qui en profite. C'est ce qu'on appelle une petite bourgeoisie qui en profite. Mais tout le reste, la masse de la population, elle vivote, elle se corrompt, elle n'a pas de moyens de vivre dans un pays où le niveau de vie est aussi élevé. Donc, qu'est-ce que font les gens ? Vous avez des gens qui vont faire des compléments de prostitution, avec le RSA, un peu de prostitution par là, des jeunes filles qui, pour un portable, vont aller coucher avec les copains, des garçons qui, pour je ne sais quoi, vont coucher avec les touristes. Enfin, vous avez une société qui est en décomposition totale parce que l'argent est roi. Or, l'argent n'arrive pas aux couches défavorisées de cette population. Donc, on a bien à, effectivement, parler d'un modèle économique, d'un problème économique. Il y a, on est d'accord, il y a un niveau de vie qui, lorsqu'on le compare à notre capacité à produire, lorsqu'on le compare au dynamisme de notre économie, il y a un décalage. Oui. On est d'accord. Absolument. Le néocolonialisme, pour moi, c'est une domination. C'est l'exploitation de vos ressources, l'exploitation de vos terres, le fait de profiter de vos terres sans forcément aimer ou considérer vos gens. C'est l'exploitation de vos ressources, que ce soit la mer, c'est l'exploitation de vos terres pour nourrir d'autres ventres que vos ventres à vous. C'est la domination économique, c'est-à-dire des filiales françaises qui ponctionnent beaucoup de sous chez nous, que ce soit dans nos porte-monnaies ou à travers des classes intermédiaires, celles qui sont dans l'import-export. Des filiales françaises qui signent des contrats exclusifs pour distribuer certains produits. Le néocolonialisme, pour moi, c'est une autre forme de domination. C'est le petit bébé du colonialisme. C'est-à-dire qu'on vous exploite autrement, c'est-à-dire par la domination de votre vie économique. Il y a aussi une dimension raciale. On voit que le pouvoir économique, il n'est pas très éloigné de la dimension raciale. On voit qu'il y a une catégorie de personnes, et je ne veux pas diaboliser les êtres humains, mais je parle du système. Pour les êtres humains, je dois cultiver la bienveillance. Mais pour le système, j'en parle. On voit qu'il y a un lobby béquet qui accapare beaucoup de ressources financières dans cette dynamique dans laquelle nous sommes. Sans partage, aujourd'hui, c'est devenu difficile pour un Antillais, en Guadeloupe chez moi ou en Martinique ici, de dépenser de l'argent quelque part sans enrichir une poche béquée. À cause des monopoles, bien sûr. Et ces problèmes de monopole, c'est un reflet, ce sont les avatars du néocolonialisme. C'est-à-dire, c'est une préférence économique, c'est une forme de domination économique, une domination de nos capacités. C'est un marché captif. Vous n'avez pas le choix d'aller acheter ailleurs. Vous avez 23 kilos en valise si vous décidez de partir pour acheter vos courses ailleurs. Et même pour exporter. Absolument. Et même pour exporter, ce que vous êtes capable de produire, très souvent, c'est plus facile d'exporter en France. Alors que, il y a pas mal d'autres possibilités pour nous, mais qui nous sont rendues compliquées parce qu'on est un peu cadenassé dans un système. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que c'est de la faute des autres. Nous aussi, que ce soit les responsables politiques ou des fois, nous, en tant qu'intellectuels, on a notre part. On a notre part dans ce néocolonialisme aujourd'hui. En tout cas, les néocolons et les néocolonisés, parfois, ils se rejoignent, ils peuvent avoir des intérêts communs, mais je pense qu'il nous faut déjà braquer le faisceau sur ce mur colonial, dire à quoi il ressemble. Sankara disait, si vous cherchez le colonialisme, regardez dans votre assiette. Eh bien, nous aussi, si on cherche le néocolonialisme, il faut regarder dans notre assiette, regarder ce qu'on mange, aller dans les supermarchés, voir d'où viennent les produits. Quand vous avez des produits surgelés, de la papaye, du giromon, des christophines surgelés, des plats locaux, c'est-à-dire banane et pollo surgelés, et que vous regardez d'où ça vient, c'est le Vietnam, c'est le Costa Rica, ça c'est le néocolonialisme. C'est-à-dire ce sont des barrières qui sont complètement abaissées et qui écrasent notre capacité à produire, tout en alors que vous produisez les mêmes choses que ces gens-là. Alors qu'on produit les mêmes choses. Et c'est pour ça qu'il nous faut d'autres outils. Oui. Alors, il y a cet aspect-là, mais je voulais demander aussi à M. Jean-Baptiste Edouard, parce que quand Césaire a récupéré Fort-de-France, il était face à ces difficultés-là. Ce sont les mêmes. Et vous voyez que près de 80 ans, même bien après sa disparition,
Et malgré tout le travail qu'il a fait, la Martinique a rechuté. Elle est revenue à une situation, justement, qui était marquée par la précarité, le colonialisme ambiant. On était dans des structures qui n'étaient pas adaptées au développement du pays. Et on voit donc on n'a pas progressé. On n'a pas progressé. Et on a une petite couche qui s'en tire bien de la population, mais qui est de plus en plus égoïste et qui ne s'occupe pas du pays. Alors, juste avant de vous laisser répondre, Monsieur Guadet dit à la page 49, puisqu'on dit souvent, comme argumentaire, on avance souvent le fait que nos pays sont trop petits, puisqu'on a parlé tout à l'heure de statut pour l'indépendance, etc. À mon avis, mettre les problèmes de statut sur le tapis, c'est quand on ne sait pas de quoi sera fait demain, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Et c'est un prétexte aussi pour dire qu'on ne va pas travailler à changer la situation. Mais ce qu'il dit, et que je vous lis, la Guadeloupe et la Martinique ne souffrent pas de leur petitesse ou de leur manque de développement. Contrairement à ce que beaucoup pensent et affirment doctement, la Guadeloupe et la Martinique souffrent de dépendance. D'accord ? De dépendance. On augmente la consommation et puis, sur la question du néocolonialisme qu'il vient d'aborder, page 25, il dit « Le néocolonialisme est comme le carnaval. Il amène des déguisements que nous mettons pour aller dans l'espace public. Seulement, le vernis ne tient plus lorsque nos mondes entrent ou rentrent en collision. » Et on est bien face à ces réalités-là, c'est-à-dire... Donc moi, je voyais une possibilité de passerelle, en tout cas au niveau de l'analyse, parce que ce qu'il décrit, qui est du XXIe siècle, et ce que Césaire faisait au milieu du XXe siècle, eh bien, nous montre, je veux dire, ce sont un petit peu c'est un curseur, si on avait à le déplacer sur une échelle. Vous voyez bien qu'à un moment, il a amélioré, soi-disant, la situation des petites gens qui venaient des villes et qui habitaient des bidonvilles. Mais regardez, aujourd'hui, à la Martinique, les bidonvilles se reforment. La précarité redevient très importante. La population replonge et on a de plus en plus de largage parce qu'il y a tellement de problèmes sociaux que personne ne peut les prendre. Et puis, il n'y a pas de fonds. On vous dira que la France est endettée. Il n'y a pas d'argent. Alors qu'on investit tout dans les infrastructures. On se demande pourquoi des choix aussi arbitraires. Tout est investi dans les infrastructures, dans des super routes, dans des super logements ou des bâtiments résistants aux, comment on appelle ça, parasismiques, etc. Et je me demande, c'est pas un choix qui est neutre, parce que c'est un choix d'urbanisme qui a une signification, puisque tout l'argent dont on dépose, tous les peuples aujourd'hui, est investi dans les infrastructures, pas dans l'amélioration de la situation des populations. Ce qui explique qu'à la Martinique, pour quelqu'un qui arrive, on dit « Waouh, c'est moderne », et puis vous regardez les gens crever la dalle, crever la faim. Donc, voilà. Il faut remettre en question, je pense, le système éducatif. On n'en parle pas beaucoup, mais oui. Le système éducatif dans lequel nous avons vécu est à l'origine de ceci, dans la mesure où on a beaucoup mis l'accent sur l'avoir et pas assez sur l'être. On a appris aux gens qu'il fallait avoir de belles maisons, de belles voitures, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Non, mais on leur a pas dit que tout le monde ne peut pas avoir belle voiture. On ne leur a pas dit. D'accord. Oui. On ne leur a pas dit, mais cependant, chacun essaie d'avoir la belle voiture, la belle maison. Toujours dans le système où l'accent est mis sur le paraître avant d'être mis sur l'être, la façon d'être. On a perdu beaucoup en termes de solidarité, par exemple. Il y a quelques années, il y avait une véritable solidarité, non seulement au sein des familles, mais dans le voisinage. Mais ceci a disparu au profit d'un individualisme forcené. Et ça, je pense que c'est le système éducatif qui est à l'origine de cela. D'autant plus que dans ce système éducatif, on nous a appris à valoriser ce qui venait d'ailleurs.
J'ai écrit, et on n'aura peut-être pas l'occasion aujourd'hui de le lire, dans mon dernier livre qui s'intitule donc Quand l'humour croise la politique, il y a un texte que j'aime beaucoup qui s'appelle De nos ancêtres les Gaulois à Papa Césaire. C'est l'histoire de nos pays, Martinique, Guadeloupe, présentée bien entendu d'une manière humoristique. Et lorsque je fais une dédicace en règle générale, je dis aux gens que ce livre est fait pour apprendre à rire jaune. Il faut en rire avant d'en pleurer. Parce que dans beaucoup de cas, il faudrait verser des larmes. Mais on nous a tellement habitués, là encore, à privilégier l'extérieur, l'ailleurs, par rapport à ce qui est de nous-mêmes, qui nous appartient. Je prenais un exemple là sur le plan économique. L'igname pacala, généralement, ça vient de Costa Rica. On ne sait pas, il n'y a pas de traçabilité d'ailleurs, on ne sait pas s'il n'y a pas eu chlordécone ou autre chose dans le sol. En tout cas, l'igname pacala que nous mangeons à la Martinique vient de Costa Rica. Pourquoi les Martiniquais, les agriculteurs martiniquais, les cultivateurs martiniquais n'arrivent pas à produire cet igname ici chez nous? Ils y arrivent, mais en trop petite quantité. Voilà, Les en très petite quantité. Bien sûr. Et alors, même ce qui est produit ici, on commence par nous dire, Mais nous attention, sommes il y a eu la autosuffisants. chlordécone, c'est Nous empoisonné, sommes- etc., oui, etc. Mais en même temps qu'on dit aux gens, n'achetez pas les produits du pays, on ne dit pas aux gens, essayez de connaître la carte des sols, Oui. savoir et puis aller acheter dans d'autres communes où on est sûr C'est qu'il n'y a ça. pas. On dit aux gens, n'achetez pas les N'achetez produits. pas. De Voilà. la même façon, on leur dit, vous êtes le département le plus vieux de France, Oui. et on leur dit pas, faites des bébés. Vous Voilà. voyez, c'est exactement ces discours-là qui ont une résonance très profonde sur la population. Et quand vous leur dites aujourd'hui, le chlordécone, il faut demander des comptes, etc., Oui. on va dire, ah non, mais on est déjà empoisonné, c'est déjà fini. C'est ça, Et c'est avec une l'esprit sorte de fatalisme. le fatalisme qui habite notre population, Oui. eh bien, les dés sont jetés parce que il n'y a pas de solution. N'allez plus chez vos petits paysans, allez dans les grandes surfaces et quand vous achetez les produits qui sont là, vous sortez avec la bouche enflée parce que les pesticides sont sur les produits, mais personne ne vous parle de ces pesticides-là. C'en sont comme il y en a de chez nous, il y en a aussi d'ailleurs. Et on sent bien qu'il y a derrière ces montages discursifs-là, qu'il y a aussi des intérêts économiques qui sont protégés. Ça veut dire quoi de dire aux gens, ne mangez pas les choses du pays? Et ils vont se nourrir de quoi? C'est une manière de leur dire, n'allez que dans les supermarchés. Donc, voilà, c'est toujours qui a la main mise sur le discours, les idées qui se répandent dans la population et la façon que cette population, qui est maintenue dans une forme d'ignorance absolument révoltante, comment elle va capter ces informations et s'en faire une idée et puis appliquer à ces comportements des soi-disant savoirs qui sont absolument comme forme de désinvestissement dans le pays même. C'est absolument alarmant parce que un pays qui dit je suis trop vieux, c'est fini, je suis mort. Ma nourriture est pourrie, c'est fini, je suis mort. Mon eau est pourrie, c'est fini, je suis mort. Je veux dire, c'est un discours de mort qui est distribué dans notre pays, alors que quand vous regardez vivre les gens, ils ont de la joie de vivre, l'envie de se battre et qu'ils le font. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même des poches de résistance. Heureusement. Samedi matin, samedi dernier, Oui. il y avait une grande mobilisation pour demander des comptes à ceux qui ont permis et aidé aux dérogations. J'y étais et il y avait beaucoup de monde et Beaucoup toutes de les monde. couches Oui, étaient représentées. oui, oui. Donc j'ai Oui. l'impression que les gens sont encore la société martiniquaise, la société guadeloupéenne. Il y a beaucoup de poches citoyennes de résistance et ça doit nous donner de l'entrain. Tout à l'heure vous disiez que parler
parler du statut, c'était à votre avis de mettre la charrue avant les bœufs. Pour le moment, il faut gérer les deux, mais... Voilà, j'ai pas l'impression. Je pense que le contexte dans lequel nous sommes, il est le résultat de décisions politiques. Et donc c'est pour ça qu'il nous faut prendre d'autres décisions politiques. Ce qui rend cette discussion difficile, c'est parce que les gens n'ont pas confiance dans leurs responsables politiques. Donc ça veut dire aussi qu'il nous faut faire de la politique autrement. C'est parce qu'ils ont utilisé la question du statut de manière absolument démagogique. Donc les gens... par contre, en Guadeloupe, c'est une autre façon de voir. Par exemple, lorsqu'on parle d'autonomie ici, ce mot-là, il est piégé ici. Absolument. Il est piégé, il est accaparé, on ne peut plus en parler vraiment. Par contre, quand on en parle en Guadeloupe, ça vous fait aller vers des partis qui en ont parlé dans les années 60. Mais aujourd'hui, il y a une dynamique qui est portée par Alain Plaisir et le parti aussi auquel j'appartiens, le CIPA, pour une alternative qui parle d'autonomie, mais pas de manière idéologique seulement. Seulement, je veux dire. En parlant des voies et des moyens, des conséquences, des causes et de ce qu'on pourrait gagner. Donc j'ai l'impression qu'il faut quand même de temps en temps remettre la question du statut sur la table et travailler dans les deux. Mais il faut empêcher que la question du statut soit traitée à partir de considérations aussi politiciennes qu'elle l'est jusqu'à maintenant, et qui empêche que les gens ont dit, Césaire a répété, puis beaucoup d'autres, qu'on n'était pas mûrs, et tout le monde a répété après Césaire ou après d'autres qu'on n'était pas mûrs, et aujourd'hui encore on est en train de disparaître et on nous dit qu'on n'est pas mûrs. Je comprends que le fruit va pourrir et qu'il ne sera jamais, ils sont passés par la case maturité. Ça m'est arrivé d'être dans une réunion en Guadeloupe où on est environ 400 et on est venu réfléchir sur l'autonomie de la Guadeloupe. Comment est-ce que c'est possible de mettre particulièrement l'autonomie économique. Économique, on est absolument. venu réfléchir. Nous sommes environ 400 et à un moment donné, à la fin de la réunion, il y a quelqu'un qui se lève pour dire, bon, c'est bien beau vos débats, mais nous ne sommes pas prêts. Tout de suite à côté, il y a quelqu'un d'autre pour se lever pour dire, tu n'es pas prêt. C'est ça. Arrête de dire que les gens ne sont pas prêts. Parce que si tu sens le pouls de la société, il y a beaucoup plus de gens qui sont prêts. Malheureusement, ils ne se retrouvent pas dans l'offre forcément politique qu'il y a. Il y a quelqu'un qui s'appelle Olivier Jean-Marie et qui propose des idées intéressantes sur comment gérer nos ressources, comment gérer nos ressources politiques. Oui, c'est cette génération-là, je trouve que les idées d'Olivier sur comment vivre la démocratie chez nous, comment faire campagne politique, quel compte demander à nos responsables politiques, ces idées sont intéressantes. Si on continue à faire de la politique comme dans les années 60, 70, 80, on ne va jamais aller nulle part. Mais la question, c'est ça aujourd'hui, Monsieur Roland Jean-Baptiste Édouard. Donc Césaire a effectivement tracé une voie, mais... Tracé des voies, oui. Une ou des voies, mais où est son héritage? La relève n'a pas été bien faite. Il faut dire que la relève... Mais la question, c'est ça. La question, c'est que notre pays est toujours vit un rythme où elle a des pics. C'est une société qui parfois... Et puis, elle retombe très fort, et tellement fort, tellement fond, au fond du trou, qu'elle a du mal à relever la tête après. La question, c'est qu'est-ce que nous ne faisons pas et qui nous permet de capitaliser les acquis. On a eu effectivement beaucoup de... C'est vrai, quand on parle de Césaire, malheureusement, on ne parle pas beaucoup de son action. Et même dans votre livre, j'aurais aimé trouver ce qu'il a fait, comment il s'y est pris, et comment on sait qu'il s'est donné beaucoup de mal, et que les gens lui voient une sorte d'adoration, parce qu'il était leur sauveur. Il était Papa Césaire. Et c'était Papa Césaire. Et il les a aidés, mais on n'a pas capitalisé ces savoirs-là. Je parlais d'expérience. C'est cela qui nous manque, de capitaliser ce que font nos aînés et de les traduire dans des choses de plus en plus performantes, et puis d'essayer effectivement de nous détacher d'une matrice à laquelle nous sommes liés par l'exclusif économique, l'exclusif... et donc, si on arrivait à faire changer, basculer cet exclusif-là pour que ça soit nous qui soyons les bénéficiaires de ce que nous produisons, peut-être qu'on aurait aussi pu
faire vivre beaucoup plus de jeunes et de personnes à la Martinique qui auraient envie de développer ce pays-là. Or, il est comme une sorte de... Vous voyez, quand vous êtes en France, là, les cités dortoirs, nos pays deviennent des cités dortoirs. On a nos gens qu'on accueille quand ils sont bien vieux. On a nos jeunes qui partent quand ils sont bien jeunes. Et on n'a personne qui fait des enfants, mais on dit aux gens qu'ils vont mourir parce que de toute façon, ils sont les plus vieux. J'en ai 3, hein. J'en ai fait quand même 3. Hein. Je connais des gens qui en ont 3, qui en ont 4. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas de ceux qui en font. On a l'impression que la Martinique est fermée. Il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus rien. Il y a les seniors, il y a tout ce qu'on fait autour des seniors, des semaines de seniors, etc. Il n'y a pas des semaines pour les jeunes, des machins. Même dans nos télés, dans nos radios, on n'entend pas les petits malheureux. Je me demande quelle place cette société leur fait. Enfin bref, je reviens à la question de ce que Césaire a traduit dans le regard qu'il posait sur son peuple, sa misère et le désir qu'il a eu de l'aider. Et on l'a reconnu de manière très très forte. Et cette partie de son action politique dont on n'entend plus parler. N'a pas eu de suite. N'a pas eu de suite, mais c'était une expérience qu'il fallait affiner, travailler, Absolument. Continuer. Donc ça n'a pas eu de suite. Et la France n'a pas arrêté de développer des formules de subventions, d'assistanat, etc. Et ça arrangeait nos élites politiques notamment parce que ça leur permettait de ne pas se retrouver confrontés à des problèmes sociaux qui n'auraient pas su régler. Et on a l'impression que les Martiniquais sont incapables de quoi que ce soit. On n'est pas de construire, d'inventer. Et pourtant, l'histoire de ce pays a démontré qu'il y avait une force de proposition, de prise en main, de résistance et, pour employer un terme très à la mode, de résilience. Je pense à la période de l'amiral Robert. On était en très très grande difficulté. Et on a trouvé le moyen de fabriquer du savon, de l'huile, du sel, beaucoup de choses de ce genre. Oui, on a des savoir-faire qui se perdent. On a l'impression que quand vous ça ne les se récupérez. perd. Oui. Non, c'est pas l'impression. Quand vous ne les récupérez pas, les générations nouvelles ne savent rien faire pratiquement de leurs 10 doigts. Mais ceux qui savent faire, ils savent faire. C'est un peu dur, hein. Vous êtes un peu dur. Non, je parle beaucoup avec les jeunes et je vois des choses qui seraient un peu... Oui. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas. Dès qu'ils ont... Je dis ceux qui savent faire. Je n'avais pas écouté la suite de ma phrase. Par contre, ceux qui savent faire, c'est impressionnant. Okay. Malgré le manque de ressources, malgré tout, la créativité, les choses qu'on peut voir aussi sur le terrain, autant on a des gens, on sent qu'ils sont largués, ils ne pourront jamais s'en sortir seuls, autant il y a des gens, des jeunes, je parle aussi de jeunes qui ont une... Mais ce que je disais... Ils ne sont pas aidés. Non, ils ne sont pas aidés, mais ils vont faire quand même parce que ça dépend probablement de l'environnement, l'encadrement, l'éducation qui vous dit vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir de l'argent pour faire. On peut faire sans argent. Mais nous, dans cette société de consommation, on ne sait pas qu'on peut faire sans argent. Et que l'argent peut venir après qu'on ait fait. Puisque nous, on a fait... Mais Césaire, dans ce qu'il a inventé, parce qu'on lui a coupé les vivres à Césaire, il a quand même fait des actions, fait des prêts bancaires, il a géré des situations qu'aujourd'hui, il me semble qu'on est incapable de gérer. Mais il avait cette imagination au pouvoir. Il l'avait. Et c'est ce que je dis. Pourquoi est-ce que toute cette expérience n'est pas plus commentée au lieu de parler de lui sans arrêt comme d'un poète éthérique ou éthéré? J'aurais aimé que ces expériences-là servent à donner des idées aux gens. Et parce que si on ne sait pas, si on ne transmet pas l'expérience, ce sont les autres qui dirigent vos vies, qui vont vous proposer des solutions parce que vous n'en avez pas, vous n'avez pas d'idées. Or, vous avez produit chez vous des choses qui peuvent s'améliorer ou se reproduire, faire des prêts, donner du travail aux gens, créer un habitat moins insalubre, etc. Il y a des dispositions qui sont prises maintenant, mais c'est l'État qui chapeaute et qui finance. Et les nôtres ne font pas un pas s'il n'y a pas l'État avec eux. Césaire, je ne dis pas qu'il a été contre l'État, mais Césaire a été, dans sa façon de fonctionner, un homme qui a pris en charge les problèmes de son pays, enfin en tout cas de sa ville. Oui.
absolument. Et quand on voit la situation actuelle de la ville de Fort-de-France, qui est en très très grande difficulté, Oui. il y a lieu de se poser certaines questions. Mais ceux qui sont à la tête de cette ville n'aiment pas beaucoup qu'on parle de cela, Bon. mais j'ai du mal à comprendre. En tout cas, J'ai du mal à comprendre. Oui, monsieur. je me demande pourquoi les villes de la Martinique et beaucoup de villes, beaucoup de communes en Guadeloupe Et à Pointe-à-Pitre. sont dans le même état. Ah ouais. On voit que c'est un mode de fonctionnement sociétal où nos communes, contrairement à d'autres communes de France, ont un poids, ont des masses salariales, ont des missions sociales à mener qui sont pas comparables avec les autres. À mon avis, c'est le chien qui se mord la queue. Hein. On demande à nos communes d'absorber tellement de choses, d'être en front par rapport à tellement de problèmes qu'elles n'arrivent pas à avoir un fonctionnement normal, un fonctionnement sain. C'est pas pour non plus déculpabiliser ou déresponsabiliser ceux qui sont à la tête de ces communes. Quand on voit par exemple Pointe-à-Pitre, on se dit que le maire là, Bangou, pour qu'il puisse, La catastrophe. il a une part dans ça. On est d'accord, on n'est pas en train de dire qu'il c'est pas de sa faute, il a une trop grosse masse salariale, Pointe-à-Pitre fait trop de social. Non, c'est peut-être un manque de vision, c'est la lassitude. Ça fait 2 générations de Bangou au pouvoir. Et apparemment, lui, il veut se représenter. Mais je trouve que c'est une attitude très culottée. Alors qu'il a failli être révoqué. Vouloir se représenter. Alors que la Chambre régionale des comptes, le préfet est prêt à vous, c'est rarement arrivé, à vous enlever vos délégations. Vous dites quand même aux gens, alors que la commune est dans un état pitoyable, vous dites aux gens, je veux quand même me représenter. Mais où est la décence? Avec un minimum de décence, j'allais dire on la ramène pas, mais on est un peu quand même plus humble. Quand j'entends qu'il veut se représenter, je me dis mais où est-ce qu'on est? Et est-ce que des gens vont aller mettre un bulletin après pour se dire oui, peut-être par sécurité, on se dit ben les Bangous ont toujours été là, on va voter pour eux. Mais je trouve que ce n'est pas un bon signal envoyé à nos gens. C'est-à-dire que vous pouvez être irresponsable, c'est-à-dire vous pouvez mal gérer votre commune, la mettre dans un état pitoyable et quand même dire après, c'est bon, je reviens quand même. Et les gens vous font confiance. C'est très particulier. Oui, parce que parfois les gens pensent qu'ils n'ont pas le choix. Mais sur la question du fonctionnement de nos mairies ou de la façon qu'a l'État de se décharger de plus en plus de responsabilités qui lui incombent sans les moyens. Hein. On est dans pratiquement partout dans nos régions, Guadeloupe et Martinique, des mairies qui sont les plus gros employeurs de la commune. Oui. Et ça, c'est pas la charge d'une commune, d'une mairie, que d'être un employeur, l'un des plus gros employeurs. C'est vraiment de ceux qui l'électoralisme, de ceux qui ont fait main basse sur l'économie du pays, de développer des structures qui ne soient pas de la distribution ou redistribution de produits venus d'ailleurs, produits d'ailleurs. Donc, ceci dit, on ne peut pas attendre d'eux qu'ils développent quoi que ce soit. Non, mais on ne peut pas demander à ceux qui ont la même mise sur la domination de trouver des outils pour nous. Et qui en profitent. Donc, ce n'est pas eux forcément, ils ont fait leur part, ou ils font leur part comme ils le peuvent, mais on dit changeons l'environnement législatif et l'environnement économique de façon à ce que nos capacités de produire soient mieux réparties et qu'on puisse mieux faire face à l'environnement international. Parce qu'on a beau être très sentimental et dire il faut qu'on fasse, ou on a du génie, le commerce répond à la loi de l'offre et de la demande. L'Organisation mondiale du commerce ne fait pas de sentiments, hein. L'économie ne fait pas de sentiments. Hein. C'est parce que vous êtes gentil, que vous êtes guadeloupéen, vous êtes martiniquais, ou que vous avez des bons produits du terroir. L'économie n'a rien à faire de tout ça. Donc c'est pour ça qu'il nous faut avoir un environnement qui protège mieux ceux qui peuvent produire et proposer des choses à nos gens. Oui, mais beaucoup de nos élites, de nos élus, accordent ou vendent des terres pour qu'on y développe d'autres supermarchés en disant que c'est pour favoriser l'emploi. Et quand vous regardez les types d'emplois d'ailleurs qui sont proposés, d'ailleurs pour une dizaine de personnes, tout l'espace qui est mobilisé, et l'esprit d'enfermement aussi qui s'accompagne de ça, parce que les gens maintenant sont assignés. C'est pas la peine d'aller dans la commune voisine parce que chez moi, à 2 pas, j'ai mon supermarché. Donc chacun
à son petit supermarché, les gens n'échangent plus, sont assignés, et ça fait aussi le lit de formes de domination très nouvelles. Maintenant, on voulait parler donc sur la question du néocolonialisme, vous avez donné plusieurs définitions. Ils déguisent l'impuissance, donc ils nous apprennent le néocolonialisme. Et fort pour ça, c'est un fabricant d'impuissance, un fabricant de vampires, de vampires, de gens qui se nourrissent de la vie et du sang des autres, exactement comme son papa, le colonialisme. Ça, c'est une définition que j'avais trouvée intéressante. Il y a une autre forme de domination dont on parle... Elle vend de beaux principes sans aucune éthique derrière. Oui, le pays des droits de l'homme, la liberté, l'égalité, de la fraternité. Parfois, je trouve que la France, elle a une trop haute opinion d'elle-même. Quand on voit des pays comme l'Allemagne qui ont effectivement un passé lourd, mais qui sont capables de réfléchir sur ce passé, se dire effectivement, reconnaître que Absolument. ce passé-là a été turbulent et qu'on ne veut pas le reproduire. Ce sont des pays qui ont une forme qui sont contrits quand ils réfléchissent à leur passé. Mais des pays comme, je ne sais pas moi, certains pays en Europe, dont la France, ce sont des pays des fois qui ont une trop haute opinion d'eux-mêmes. Ils se voient comme étant une patrie. Et donc, ils ont du mal, lorsque vous pointez le doigt ou mettez le nez dans certaines choses, ils réagissent de manière très virulente en disant « Ah non, on n'a pas besoin de faire ça ». Non, mais il y a une autre forme de domination que je remarque aussi et qu'il nous faut évoquer avec nos gens, c'est la domination des nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'il y a le téléphone portable, il est devenu, à mon avis, pour certains d'entre nous, un facteur de pauvreté intellectuelle. Il est devenu aussi un facteur qui nous empêche d'être maîtres de nos vies. C'est-à-dire ces nouvelles technologies-là, lorsqu'elles sont mal utilisées et lorsqu'on ne gère pas leur utilisation, je trouve qu'elles nous appauvrissent. C'est-à-dire, on est dans une société et elles nous piègent. Absolument. On est dans une société hyper connectée. On nous demande d'être toujours connectés. Donc, ça veut dire qu'on a moins de temps. On a moins de temps pour se voir. Oui. On a moins de temps pour pouvoir se parle pas, réfléchir aussi. Absolument. Quand vous envoyez un texte de 15 lignes à quelqu'un sur les réseaux, sur WhatsApp, mon a dit trop long. Ah oui. Mon a dit pas lire parce que Mais texte est quand trop long. on vous fait des vidéos aujourd'hui, des interviews, on vous dit il faut que ça s'accourt. Ouais. Alors du coup, je dis... Donc, ça veut dire que la pensée même est atrophiée. Voilà. Dans cette donc, C'est ça. Cette la capacité mauvaise... de se concentrer oui. pour écouter, elle est perdue. On est d'accord, la capacité de lire sur un long format. Les nouvelles technologies, autant elles nous aident à être en contact avec nos gens tout le temps, nos gens qui sont ailleurs, elles font des choses formidables, mais je crois que là aussi, subrepticement, c'est une forme de domination qu'il nous faut être capable d'écarter de temps en temps et reprendre le contrôle de notre pensée, de notre temps. Oui, c'est très important. Vous avez donné beaucoup de place à l'analyse sur le livre, la pièce de théâtre de Césaire. Ah oui, la tragédie du roi Christophe. La tragédie du roi Christophe. C'est le livre que je préfère. Oui, on dirait une parodie, mais vous avez bien insisté sur le fait qu'on dirait que Césaire se tourne lui-même en dérision, parce que vous dites qu'il y a beaucoup de Césaire. Vous dites qu'il y a beaucoup de Césaire dans ce personnage. Césaire est un personnage christophien, oui. Tout comme Christophe est un personnage césarien. Mais il échoue. Il échoue. Pourquoi aussi dramatiquement? Il échoue. Pourquoi finalement? Eh bien, c'est presque une sorte de fatalité. C'est dans le théâtre de Césaire. Le héros, il doit mourir à la fin. Oui. Ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas une mort... rédemptrice. Oui. C'est la cata et puis on en finit. On va beaucoup plus loin que ça. Oui. Hein? On va beaucoup plus loin. Il voit ça en termes de sublimation, je crois d'ailleurs qu'il utilise ce mot. Le héros doit mourir. Qu'il s'agisse de... celui de la tempête ou celui de... Mais il est nourri de la littérature occidentale. Hein. Cornélien, c'est Cornélien, oui, c'est tout ça. Oui, il est shakespearien, il est gréco-latin, il est tout ce qu'on veut. Oui, mais est-ce que c'est pas l'empreinte de tout ça? Il a été nourri. Parce que moi, quand je vous pose la question de savoir pourquoi il échoue, ou bien pourquoi Christophe échoue si lamentablement, et qu'il y aurait une forme de transposition
l'imposition de la condition de Césaire ou césarienne dans ces personnes, un transfert dans ces personnages. Et Oui. finalement, Oui. c'est parce que lui non plus, il n'y croit pas. Lui non plus ne fait pas de choix. Lui aussi, il est partagé dans sa forme de socialisation à l'occidentale. En même temps qu'il veut être un nègre et défendre le nègre, il n'a rien à lui proposer qu'il soit vraiment nègre. Ces références sont les occidentaux, les grands auteurs, parce que c'est un homme de lettres, hein, n'est-ce pas? Il a été formé, je crois, au lycée Louis le Grand. Oui. Eh bien, qu'est-ce qu'on leur apprend? La question de l'éducation. Vous parliez tout à l'heure de l'éducation, c'est très important. Oui. Et le formatage des cerveaux, là, on le ressent. Donc, dans les choix aussi que nous faisons, que nos plus jeunes générations font, eh ben, ils en sont revenus un peu de tout ça. Et ils regardent la société vivre à son rythme, à sa couleur, à sa spécificité. Ils sont moins soucieux de se définir identitairement que prendre une place sur le plan économique, sur le plan aussi du devenir, parce que ce sont eux qui vont prendre la relève et qui ont déjà des enfants dont ils s'inquiètent du sort. Et qu'est-ce qu'ils n'ont? Ils n'ont rien à leur offrir. Donc les questions de littérature, de tout ça, c'est très beau, c'est formidable de lire, de savoir que voilà, la beauté est aussi chez nous et qu'on a eu l'un des plus grands poètes du siècle. Mais vous avez bien vu que Césaire a fait très peur à tous les pouvoirs, notamment en premier à De Gaulle, et que finalement tous les pouvoirs l'ont récupéré. Il y a bien quelque chose de là, parce qu'un vrai révolutionnaire, on ne le récupère pas comme on a récupéré Césaire. Ça n'est pas comment on dit ça, un reproche. C'est juste qu'il nous faut savoir regarder comment le dominant, celle qu'on appelle la métropole, développe ses liens avec nous. Et le dominé est toujours circonscrit à un moment ou à un autre. Il peut faire ses petits coups de machin, mais il est déjà pris dans un étau. Et cet étau se resserre tout doucement, jusqu'à lui faire... En plus, quand il est habité, quand le dominé est habité par une culture si puissamment impressionnée, qui est impressionnée ou impressionnante par le fait que les auteurs, les tragédiens, tout cela avec lesquels il a vécu longtemps dans son apprentissage et dans son enseignement, impactent encore beaucoup sa pensée. Donc moi, je pense qu'il y a aujourd'hui une génération, d'ailleurs, elle est versée aussi sur le plan économique dans d'autres secteurs. Dans beaucoup. Par exemple, vous parliez tout à l'heure de M. Jean-Marie, que j'ai reçu ici. Lui, il est dans la communication, il est dans une espèce de recherche de stratégie de développement de son pays, de récupérer des parts de marché qui sont accaparées par ceux que vous avez dit qui asphyxient socialement. Les colons qui asphyxient le pays économiquement, mais ça a des répercussions sociales, hein, puisqu'un peuple qui ne peut pas manger à sa faim, et puis ce marché aussi, à la page 22, ce marché entre la France et ses colons qui garantit, que la France protège pour lui garantir la paix sociale dans ses colonies. Donc tout ça fait que les jeunes aujourd'hui comprennent ces stratégies et sont dans des démarches de les contourner. Je crois que votre parti, qui a été lancé aussi il n'y a pas si longtemps que ça. En 2009. En 2009, ah bon, c'était quand même déjà loin, avait fait une sorte d'état des lieux où c'était cette dimension-là qui était, qui était en tout cas la préoccupation de ceux qui l'ont proposé. Bien sûr. Et à mon avis, les gens aujourd'hui veulent du concret. Pour ma part, lorsque j'écris en tant qu'écrivain, en tant qu'intellectuel, mon regard n'est pas tourné vers Paris, hein, ni vers la France. C'est ça. J'écris pas pour ce public. Hein. J'ai l'impression que parfois, certains d'entre nous, chez les intellos, ou bien les producteurs d'idées, on est très amoureux de cette grande capitale littéraire. On souffre des fois de ne pas être considéré par elle, mais j'en ai vraiment pas grand-chose à faire, hein, d'être considéré ou pas par les grands cercles ou les cercles européens ou parisiens ou français. Non, quand j'écris, je pense pas à ces gens-là. Hein. Quand j'écris, je pense à mes gens, aux gens chez moi, en Martinique, en Guadeloupe, à ceux qui sont dans la diaspora. C'est ce qu'elle a dit, Toni Morrison, quand on lui a dit. Elle a dit, moi j'écris pour les Noirs. J'écris pour mon peuple, en fait. J'écris pour les gens qui
qu'on comprenne ma réalité, qu'ils comprennent aussi les combats qu'on a à mener, Absolument. les urgences que nous avons. J'écris pas pour être reconnu pour avoir un prix de Metz, j'en ai vraiment rien à faire de ça. J'écris pour faire ce qu'on appelle de l'empouvoirment. C'est-à-dire, je suis vraiment dans cette, exactement, cette dimension d'empowerment. C'est-à-dire que je veux que les gens qui me lisent, peu importe leur génération, leur couleur de peau au pays, qu'ils trouvent la force d'agir, la force de faire et de transformer un peu les réalités là qui sont limitantes pour nous. Le problème, c'est que nous pouvons avoir cette vision qui est, à mon avis, encore très idéaliste, parce que vous avez vous-même dénoncé toutes les problématiques raciales, racialistes et racisantes dans lesquelles nous vivons. Vous avez cité 3 cas d'incidents racistes en Guadeloupe qui sont hallucinants. Le cas Nicolas Cholet, Sylvie Ayotte et l'affaire Hugues Despointes, qui en 2009, ce sont des choses qui sont tellement violentes qu'on se dit, et ce sont des gens qui revendiquent d'être de la Martinique ou de la Guadeloupe. Et à côté de ça, c'est quelque chose que je comprends pas, moi. Non, mais à côté de ça, vous avez aussi une caste, il faut dire, une caste qu'on dit mulâtre, qui a aussi des intérêts propres. C'est un peu, elle s'est développée. C'est le tort qu'on a, c'est de pas étudier la société suffisamment. Cette caste-là, elle s'est développée à l'ombre de la caste béquée, qui n'en voulait pas, mais qui a été le modèle à copier, à reproduire. Et cette caste-là, elle a des comportements très similaires à celles des béquets ou des colons, des descendants de colons. Donc il faut que, pour envisager un discours rassembleur, etc., que nous ayons fait le ménage et que nous soyons sûrs que ceux qui disent qu'ils sont martiniquais, qu'ils veulent construire ce pays-là, qui sont d'accord pour partager, d'accord pour ne pas capter les richesses et les envoyer chez eux en France ou chez eux ailleurs, et penser que les gens qui sont là ne sont pas des torchons. Les Martiniquais afrodescendants ont construit ce pays-là, en partie après les Indo-descendants. Mais c'est pas des torchons ni des serpillières qu'on va expurger comme ça sans arrêt, presser comme des citrons et dont on ne va pas se soucier. On ne peut pas faire une société sur cette base-là. Donc la question c'est, on est d'accord pour les discours où on dit oui, on est peut-être responsable, mais est-ce qu'on a les clés pour être effectivement responsable comme on prétend qu'on l'est? Est-ce qu'on a les clés aussi pour déraciser cette société et empêcher que les gens ne pensent qu'une certaine catégorie ou que certaines catégories ne pensent qu'à eux, alors que la majorité de la population est afrodescendante et qu'elle est purgée, qu'elle est empêchée d'avoir accès aux biens de première nécessité. Il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui ne font qu'un repas dans mon pays. Je ne peux pas le supporter et on me tape sur les doigts sans arrêt en disant que je suis une personnalité clivante, mais je vais prendre cette responsabilité-là et dire à ceux qui pensent qu'on n'a pas le droit de dénoncer ces choses-là, que c'est criminel. Nous sommes aujourd'hui à un carrefour, il nous faut prendre notre société en main parce que nos gens qui n'en peuvent plus ne vont pas faire de cadeaux. Ils s'entretuent pour le moment entre eux. C'est un cycle qui est presque incontournable. Ils s'entretuent pour le moment entre eux. D'accord ? Je ne dis pas plus. Maintenant, il faut qu'on sache que la violence, quand c'est une sorte de produit contaminant, enfin, je sais pas, d'effet de réaction contaminante, et voilà. Donc, il faut que nous ayons le souci de cette société et de tous ses habitants. Il faut qu'on sorte des problèmes des agoulogrophalismes, de l'agoulogrophalisme, de gens qui en veulent sans arrêt, et qui ne sont jamais satisfaits. Je vous rejoins. Dans le livre, je dis que notre pays ne sera jamais en paix tant que le pouvoir économique ne sera pas partagé. Je le dis dans le livre. Et ce sont des questions qui sont parfois tabous. Ce sont des questions qu'il nous faut absolument évoquer. Les afro-descendants ne sont pas restés là à la main tendue et la bouche ouverte, qu'on leur donne forcément quelque chose. Ce sont des gens qui se sont battus pour aller à l'école, envoyer leurs enfants à l'école, monter des entreprises, monter des cabinets libéraux, que ce soit dentistes, avocats et compagnie. Ils se sont battus pour pouvoir créer un demain plus favorable dans le pays. Mais c'est vrai que mais ils n'ont rien jusqu'à aujourd'hui. Le pays, je ne veux pas dire qu'ils n'ont rien. Non, s'ils ne se battent pas, il y a une partie, effectivement, qui souffre encore, mais il y a une partie qui a su s'extirper de sa condition et s'élever. Ceci dit, on est d'accord
que le pays ne sera pas en paix, on ne va pas arrêter d'entendre nos récriminations tant que le pouvoir économique sera sans partage comme ça. Et il faut absolument que les puissances d'argent, que ce soit les béquets en Guadeloupe ou en Martinique, qu'ils puissent entendre qu'il y a des gens qui ne sont pas satisfaits et ce grondement-là, le grondement de 2009, le grondement qu'on a aujourd'hui, ce grondement ne va jamais cesser tant que la répartition des richesses, tant que ces chaînes-là économiques ne vont pas sortir un peu de sur le pays parce qu'il y a des situations qui sont pas du tout acceptables. Mais vous parlez des descendants de colons, puis des gens peut-être aussi des castes favorisées ici, mais vous parlez aussi de cette nouvelle caste, celle des franco-français, qui a des comportements pas seulement racistes, mais aussi de prédation. Vous avez dans l'espace, dans le paysage, il y a beaucoup d'endroits où les gens sont venus capter la défiscalisation et puis ont abandonné les logements qui se faisaient parce que l'argent était fini, etc. Et ce sont des logements qui n'ont pas été terminés. On ne leur a pas demandé de compte. Il y a une espèce de laisser-aller à ce niveau-là de gens qui arrivent comme ça dans un territoire qui donne l'impression que c'est un no man's land et qu'on peut y faire ce qu'on veut. Puis quand on en a marre, quand la défiscalisation ne marche plus, ben on se taille, on s'en va et puis ça, on dit ah ben là il y a combien d'immeubles à la Martinique par exemple ou qui sont en délabrement inachevés parce que ben ceux qui avaient reçu l'argent de la défiscalisation, bon bref, voilà, il y aurait aussi du travail pour nos gens si nous-mêmes on structurait notre environnement, parce que des gens qui restent au chômage toute leur vie, qui n'ont pas d'obligations, etc., eh bien ils perdent toute l'énergie qui fait que chaque jour vous vous levez en vous disant j'ai un but, et ces gens-là vous venez leur amener du travail demain, ils ne le prendront pas parce que ils ne savent plus, ils ont perdu toute forme de rigueur vis-à-vis de soi-même. Il ne faut pas qu'on sous-estime la catastrophe sociale qui se prépare d'avoir une population si fortement, en plus très jeune, si fortement inoccupée, inemployée, qui n'a pas de perspective et qui vit d'ailleurs beaucoup avec des neuroleptiques et puis d'autres choses pour juguler la violence, l'agressivité, la colère qu'on voit. Donc on distribue beaucoup de neuroleptiques, enfin des médicaments, des calmants chez nous. Voilà, je voulais, puisque vous savez que l'heure passe beaucoup, je ne sais pas si vous voulez ajouter... c'est vrai. Vous voulez ajouter sur ces aspects-là, mais il y a vraiment... Sur quels aspects? Sur ce dont on a discuté, parce que en fait, le néocolonialisme, c'est un peu ce que vous dites. Vous parlez beaucoup de tout ce qui ne va pas dans le comportement de la France avec les descendants de colons à la Martinique, des Français qui sortent de France et qui viennent ici, et de nous, en partie, de nos élites qui n'ont pas trouvé la voie entre tout ça. C'est sûr que si on vient en Guadeloupe et en Martinique, on ne peut pas vivre dans un pays et mépriser sa population. On ne peut pas vivre dans un pays et, faire fi des mœurs des gens. Et c'est pourtant ce qui se fait. Oui, et ça n'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Il y a beaucoup de gens de ma génération et de d'autres générations qui disent, nous, ça ne nous convient pas. On ne peut pas vivre à côté de personnes qui méprisent notre façon de vivre ou qui vivent dans notre pays sans nous voir, où on a l'impression de les gêner. Oui. C'est-à-dire quand on est dans notre pays, on a l'impression de les gêner. Je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac. Je veux cultiver de l'humanité et de la bienveillance. Tout le monde n'est pas dans le même sac, mais dans le livre, je dis que ceux qui ont ce comportement, qui viennent chez nous et qui ont un comportement méprisant vis-à-vis de notre culture, vis-à-vis de notre pays, de notre histoire et de nous-mêmes en tant qu'êtres humains marchant, vivant dans le pays, ça, ce sont des comportements qu'on ne va pas accepter. Ma grand-mère peut-être, je sais pas, mon arrière-grand-mère, allait sourire et chercher à parler français avec les gens, mais notre génération, elle dit non, elle dit stop, justement. Heureusement. Donc, pour vivre ensemble, à mon avis, c'est sûr qu'il faut nous considérer autrement. Je pense aussi à une catégorie qu'on n'évoque pas souvent, mais parfois on a des frères et sœurs qui viennent d'autres îles et qui ont tendance à nous regarder comme étant des bébés. Oui. C'est-à-dire qu'ils viennent
chez nous pour X raisons. Et bon, c'est pas un problème. Les hommes de tout temps, on a beaucoup bougé, mais ils viennent chez nous. Et ils ont tendance à nous regarder comme des gens qui sont dépendants, qui sont des bébés, qui n'ont aucune, qui ne se bougent pas et qui sont des, je sais pas trop quoi. Je dis que eux aussi, si on a cette attitude en venant d'ailleurs et qu'on nous prend de haut, c'est pas une bonne attitude pour vivre ensemble. On peut pas venir à la fontaine, boire de l'eau et dire que ceux qui sont là et qui boivent de l'eau à cette fontaine-là, vous êtes des irresponsables, puisque chez moi on boit pas à cette fontaine. Non. Oui, Il faut on a qu'on une se chanson. considère autrement. Il y a une chanson d'un Saint-Lucien qui disait je n'ai pas de RMI, je vis sans ça. Oui, mais bon, j'allais dire, on l'a un peu cherché. Ceci dit, si on met tout ça dans un shaker et qu'on se coupe... Une société qui donne à ses citoyens une deuxième chance parce qu'ils ont perdu leur travail ou parce qu'ils n'ont pas suffisamment de ressources, je trouve que c'est une bonne chose. Moi, j'aimerais pas vivre forcément aux États-Unis où je dois payer combien pour aller chez le dentiste ou faire revoir mes lunettes ou aller chez... Une société qui traite ces gens, qui n'est pas capable de subvenir aux soins médicaux, à un minimum de couverture sociale, c'est pas une société qui est digne, ça, pour l'être humain. Donc, on a, à mon avis, on a des choses qu'il faut préserver. Ce modèle social qui dit aux gens, t'as perdu ton travail ou bien tu travailles pas, tu as un minimum pour vivre, c'est une bonne chose. Ça peut engendrer des comportements, le travers où les gens ne veulent pas. Certains se contentent de ça et ne vont pas travailler. Mais l'idéal, il est bon. Et on ne doit pas le regarder de haut. La personne qui fait sa chanson sur le RMI, le RSA. C'est une bonne chose de couvrir certains besoins minimums. Moi, j'aime ça. Non, mais enfin, j'ai évoqué ça parce que vous disiez que nous avons c'est une bonne chose. Des voisins qui nous méprisent. Les Américains sont sans pitié et ils ne donnent pas de seconde chance à leurs citoyens. Bien sûr. Moi, on n'a pas à les envier sur ça. Mais en Allemagne, c'est très mal vu d'avoir des subventions, comment on appelle ça, des indemnités. De l'assurance chômage, des assurances comme une ça. couverture médicale, voilà. c'est une bonne chose. Non, mais on n'a jamais dit que le système n'était pas bon. Ce qu'on rappelle quand même, c'est que pour en bénéficier, nos aînés se sont beaucoup battus. Absolument. J'ai écrit un ouvrage sur ça, où je raconte dans quelles conditions nous avons eu même Césaire est parti un peu pour ça aussi, nous avons eu les acquis sociaux qui sont ceux-là dont on bénéficie et qui sont de plus en plus grignotés. Donc ce ne sont pas... C'est oublier le sacrifice des aînés que de se dire aujourd'hui, on ne sait pas. Non, les gens qui ont payé de leur vie pour ça. C'est pour ça que je rappelle que Césaire aussi a fait un certain nombre de sacrifices en voulant aider la population qui sortait des campagnes. Absolument. Et qu'il a logé, qu'il a vendu des terres à bon marché. Enfin, il a eu une action sociale qui est tellement puissante que je ne comprends pas pourquoi on n'a pas un ouvrage là-dessus. J'aime beaucoup le poète, mais je veux dire, moi en tant que sociologue, ce qui m'intéresse, c'est qu'on écrive l'action sociale de Césaire pour que nos gens qui viennent, nos jeunes aussi, aillent puiser des idées, des savoirs, pour que cette expérience-là se consolide et se transmette. Alors, avant, puisque l'heure passe très vite, sur la question des réparations, vous êtes tous les deux, vous avez deux postures que je voulais confronter. Et donc, vous êtes pour la réconciliation, hein, Monsieur Jean-Baptiste Édouard. Oui. Et puis vous reprenez une phrase de Césaire, comment peut-on réparer quelque chose comme ça? L'irréparable. Et puis, au contraire, vous dites non. Vous dites qu'il faut des réparations. Bien sûr, bien sûr. Quand j'étudie le problème des réparations aux États-Unis ou dans d'autres endroits, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas dit à l'Allemagne, d'abord on va se réconcilier. Toutes les puissances, les pays européens, beaucoup d'entre eux disaient l'Allemagne paiera. Quand je regarde ce qui se passe aux États-Unis, on peut remonter les fortunes qui ont été faites à partir de l'esclavage. Il y a des banques américaines, des instituts d'assurance américaines, des instituts américains d'assurance. Lorsqu'on retrace leur fortune et l'origine de l'argent qu'ils ont amassé pour être ce qu'ils ont aujourd'hui, on arrive à faire le lien avec des personnes qui possédaient des esclaves, qui possédaient des personnes réduites en esclavage. Dans nos petites sociétés, c'est encore plus facile. Donc, si on arrive à remonter le cours des fortunes, ça ne veut pas dire que telle famille va devoir donner 100 € à ma famille, c'est pas ça. Ça veut dire que l'idée des réparations n'est pas saugrenue. Les Américains ont réussi à remonter. Qu'est-ce qu'ils ont dit à ces entreprises? Si vous avez bénéficié de la traite ou de l'esclavage pour pouvoir avoir votre capital, vous devez mettre en place des bourses pour des étudiants, vous devez mettre en place un système de réparation
qui est tangible. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas du tout d'accord lorsqu'Aimé dit ça. Je comprends l'idéal humaniste derrière, hein, mais l'économie, la partie finance, si on remonte, on arrive à trouver que l'esclavage a permis à certaines personnes d'accumuler un capital. Et ce capital-là, il est très identifiable. Et si on peut il est aujourd'hui en circulation. Si on peut l'identifier, ça veut dire que ce capital-là, acquis de manière injuste à partir de la barbarie, il nous faut voir comment est-ce qu'une partie de ce capital peut servir au développement économique ou le fait de booster notre économie. Encore une fois, pour moi, la réparation, c'est pas dire que ouais, demain nous que faire un ouf, famille ça, nous que 5000 hectares ou bien 2000 hectares. Non, c'est pas ça. Pourquoi on en est dans ça? Parce que quand vous parlez de réparation comptable, je pense qu'il y a un malentendu sur la question des réparations. Alors je reviens très rapidement parce que je vois que le temps presse sur ce problème de la réparation. Quand je l'ai rencontré, à un moment de la conversation, il me dit « Mais que pensez-vous de la réparation ?» Il ne m'a pas donné le temps de répondre. Tout de suite, il m'a dit « Mais comment pouvez-vous ou voulez-vous réparer l'irréparable ?» Bien sûr. J'ai eu juste le temps de lui dire que moi, de toute façon, je ne suis pas un homme de réparation, je suis un homme de réconciliation. Oui. Et je maintiens cette position. Au cours de la conversation, il ajoute « Alors quoi ? On va me donner 100 000 euros et puis on va me dire ferme ta gueule. » Parce que lui aussi n'a pas compris la question des réparations. Voilà ce qu'il il m'a n'aurait dit. pas dit ça sinon. Oui, bien sûr. Et c'est ça qu'on appelle la réparation comptable. Non, mais c'est comptable, Donne de l'argent. Mais c'est pas cela. Il y a des réparations qui peuvent être intelligentes. Tu as commencé à évoquer certaines manières de faire. Quand je dis, par exemple, que le travail que fait Bernard Ayotte, c'est le béquet numéro 1. Dans le cadre de la Fondation Clément, eh bien, j'appelle ça de la réparation. Voilà un monsieur qui prend un lieu d'exploitation, l'usine, l'exploitation, et qui le détourne pour en faire un lieu de culture. Bon, nous n'avons pas encore reconnu que le sang de nos ancêtres sont sur les plantations. Donc là, moi, je trouve que c'est un petit peu aller un peu vite en même si on reconnaît. Il en fait un lieu de culture. Non, je ne sais pas. La culture aujourd'hui, la culture, nos artistes. La culture, c'est politique aujourd'hui. Je ne sais pas. Il faut exiger comme réparation, Monsieur Jean-Baptiste Édouard, que sur toutes les plantations, il y ait des stèles qui rappellent que la richesse de chaque plantation a été le fait du travail des esclavagés qui y étaient. Ça n'a jamais été fait. Ça serait, sur l'habitation Clément aussi, la première forme de réparation qu'on attendrait. Je trouve intéressant ce que tu dis, ce que Bernard Ayotte fait. Oui. On va pas lui décerner un prix pour ça. Hein. Lorsqu'on compare ce lieu de culture, la circulation économique qui permet son poids économique à ce lieu de culture, à la fortune qu'il amasse, à la fortune qu'il a aux entreprises qu'il a développées, que ce soit ici dans l'océan Indien ou en Afrique. Bon, c'est vraiment dérisoire. Hein? Donc pour moi, c'est bien en tant qu'homme de culture, en tant qu'humaniste, c'est une bonne chose. Mais les réparations financières, à mon avis, c'est quelque chose que ne doit pas éteindre cette histoire de culture. Il ne faut pas seulement qu'il y ait un lieu de culture, c'est bien, on ne va pas lui donner un prix non plus. Non, mais ça, c'est bien pour lui, c'est bien. Ça, c'est une décision qu'il a prise seul. Les fortunes qui ont été amassées, on ne peut pas se satisfaire d'un lieu de culture. Il faut absolument penser à d'autres choses. Voilà, on est en train déjà d'arrêter. Moi, je veux dire, les réparations se font aussi en concertation avec la population qui est concernée. Là, je ne me rappelle pas qu'on a été consulté. On nous a pas Maintenant, et monsieur, à la page 33, monsieur Gadet dit, si j'avais pu avoir une discussion avec Aimé, je lui aurais dit, tu as raison. On ne peut pas réparer l'irréparable. On ne répare pas des âmes, mais il y a une réalité tangible qu'on peut modifier.
aujourd'hui, les présidents français utilisent tes mots pour faire taire toute une discussion sur la réalité d'une réparation. Et M. Sarkozy, M. Hollande nous ont dit pas question de réparation. M. Marie-Jeanne a dit pas question de réparation. Donc on est dans quelque chose qui devient effectivement politique et il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est sûr que ça devient politique. Ah oui. Vous entendez, là, je suis un peu violentée. Je remercie les techniciens qui sont à la technique, François, et puis je ne pense pas avoir vu Yannick, mais enfin merci à Zouk TV, merci de nous permettre de discuter sur ces sujets-là qui sont brûlants et il y aurait à défaire une certaine façon de les concevoir pour qu'on se comprenne. Donc les générations des quadragénaires, des quinquas quadras trentenaires sont en train de proposer d'autres perspectives à la société, d'être moins dans les airs éthérés, dans la poésie, d'être plus ancrés dans l'économie. Et on compte sur eux pour qu'ils trouvent des solutions pour notre jeunesse essentiellement. Dites à vos téléspectateurs au revoir. Eh bien, Juliette, merci de m'avoir invité. Je vous remercie. Bonne continuation. Merci pour votre engagement. Merci de nous avoir écoutés. C'est un plaisir d'échanger avec toi, Roland. Plein de bonnes choses à toi et puis à très bientôt. Et oui, moi aussi, j'étais très content de participer à cet échange. Merci. Très, très enrichissant. Et j'espère que les téléspectateurs vont en faire leur profit. Oui, ils vous diront. J'aime bien être un petit peu provocante pour dire aux gens voilà, il faut qu'on sorte de la langue de bois parce qu'on est en train de mourir. Donc il faut dire les choses et même si vous pensez que voilà, il faudrait y mettre un petit peu, y aller un petit peu mollo. Non, je sais, je suis sociologue, je sais pourquoi je dis un certain nombre de choses. Il ne faut pas me prendre pour quelqu'un qui parle, qui dit des choses, à la volée comme ça, qui les lance à la volée. Tout est bien calculé, bien mesuré dans ce que je vous dis et je suis contente de savoir que vous nous suivez, que vous tirez quelque chose des émissions que nous voulons pédagogiques. Je vous les souhaite donc toutes aussi pédagogiques et puis vous dis à bientôt.